Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis Frédéric Rochet, je suis le directeur du Forum 104 et au nom de toutes les équipes du Forum, je vous souhaite la bienvenue ce soir. Alors, comme vous le savez, l'Assemblée nationale examine depuis quelques jours un projet de loi pour l'aide à mourir. Et les questions posées par ce texte de loi sont, je crois qu'on peut le dire, assez vertigineuses. En tout cas, moi, je les ressens comme telles. Elles sont vertigineuses pour les personnes et pour notre société tout entière, dans ce qui peut être considéré comme un exercice de liberté et de responsabilité. Elles sont vertigineuses au regard du vivre ensemble et des liens sociaux. Des liens sociaux, ça va de la famille à l'ensemble de la société. Je pense notamment aussi aux liens que nous pouvons avoir avec le monde de la santé et les professionnels de la santé. Elles sont vertigineuses au niveau du questionnement existentiel et du sens de la vie. Et vertigineuse parce que, pour reprendre une phrase de Tanguy ce matin dans la presse, aucun texte législatif au monde n'a imaginé aller aussi loin que celui-ci. Alors le Forum 104 ce soir a voulu proposer cette soirée pour aider chacun à se positionner, à se situer par rapport aux bouleversements à venir, à se questionner, à se documenter pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants et de clarifier peut-être des choses qui pourraient être dans l'ombre par rapport à ce texte de loi. Et cette soirée, nous voulons la vivre dans l'esprit du Forum 104. La nuance, l'écoute, le dialogue, l'ouverture, conscient que voilà, nous avons chacun nos parcours humains, spirituels, et que voilà, il faut faire avec cette diversité, et aussi en essayant d'avoir un regard intégratif. Et c'est pourquoi ce soir, nous avons réuni un certain nombre de spécialistes dans différents champs qui vont vous être présentés par Tanguy. Voilà, pour animer cette soirée, je vais donner la parole à Tanguy Châtel. Alors Tanguy, il est président du Forum 104, accessoirement, mais ce soir, il est surtout là au titre de sociologue. Voilà, et je remercie nos 4 intervenants qui ont un agenda très chargé, voilà, notamment sans doute lié à l'examen de ce projet de loi. Donc vous êtes beaucoup sollicités. Donc merci beaucoup pour votre présence ce soir. Tanguy, à toi. Merci Frédéric, bienvenue, on est ravis de vous accueillir ici dans cette soirée qui se place d'emblée sous le signe qui est celui du forum, c'est-à-dire celui de la discussion ouverte, de la discussion constructive, de la discussion respectueuse. Ça c'est vraiment l'esprit du Forum 104. Frédéric a rappelé que je suis le président du Forum 104, mais ce soir je suis plutôt là en tant que sociologue qui s'intéresse à ces sujets de vulnérabilité, ces sujets de fin de vie depuis un peu plus de 20 ans. Mais je suis surtout très heureux qu'on ait pu construire une soirée en ayant, c'était notre projet initial, et il est respecté, en ayant des représentants des grands champs thématiques que ce sujet de la fin de vie vient bousculer. Que ce soit le champ de la santé et du soin, que ce soit le champ du droit, puisque on continue depuis une vingtaine d'années, il y a régulièrement une sollicitation du champ du droit pour traiter ces sujets qui sont pourtant des sujets de l'intime également. On a aussi le champ de la philosophie ou des valeurs morales et spirituelles qui sont percutées par ces réflexions autour de la maladie et autour de la fin de vie. Et on a aussi le champ des solidarités, puisque le sujet de la fin de vie n'est pas qu'un sujet d'individu ramené à moi, comme on l'entend parfois. C'est un sujet qui concerne non seulement tout le monde, mais qui a un impact sur les relations que nous avons les uns avec les autres. Et donc il nous faut le penser, ce sujet, dans sa globalité, dans sa dimension systémique, et résister à la tentation de le regarder par le petit bout de la lorgnette, qui serait soit l'expérience personnelle, soit le champ de conviction, soit l'expertise sur le droit ou sur la médecine. Bref, vous vous rendez bien compte que c'est un sujet qui non seulement nous engage en tant qu'être humain, nous engage en tant que citoyen, doit s'appuyer par sa complexité sur l'expertise d'un certain nombre de gens. Et moi je fais partie de ceux qui se félicitent que ce sujet aujourd'hui soit porté sur la place publique. En revanche, je peux m'inquiéter du fait que est-ce que nous sommes suffisamment informés de l'ampleur des conséquences, des enjeux, y compris techniques, pour que nous puissions exprimer une position éclairée,
la loi nous invite, en plus, dans le champ de la santé, à avoir un avis libre et éclairé, donc y compris dans le champ de la construction de la réflexion. Nous devons veiller à avoir cet esprit libre et éclairé et faire en sorte que ce sujet ne soit pas un sujet valise dans lequel on aurait mis des choses qui nous échapperaient, mais au contraire un sujet qui nous engage individuellement, collectivement, et qui dessine, en tout cas c'est comme ça qu'il a été présenté par beaucoup d'acteurs, une vision de la société, une vision de l'être humain. Donc le sujet aujourd'hui, dans un moment un peu critique, c'est quelle vision de l'être humain, quelle vision de la société, et derrière donc quelle vision de la médecine, quelle vision du droit, quelle vision de la morale, quelle vision de la solidarité nous sommes prêts à co-construire. Voilà. Alors le sujet est évidemment traité sous l'angle juridique, aujourd'hui législatif, sous l'angle médical, mais on a bien conscience que c'est un sujet qui nous engage et que depuis quelques décennies, nous ne sommes pas invités naturellement à réfléchir à la question de la mort ou à la question de la souffrance. Et d'ailleurs, La Rochefoucauld disait lui-même « Ni le soleil ni la mort ne se regardent fixement », quand on entend par ailleurs d'autres propos dire qu'on serait capable de regarder la mort en face. Voilà des choses qui sont assez paradoxales. Et je vous invite à être à l'aise avec le sujet dans la dimension paradoxale qu'il recèle. Nous pouvons avoir sur ce sujet-là une intime conviction et en même temps, dans l'expérience qui est la nôtre, voir cette conviction vaciller dans un sens comme dans l'autre. Le sujet de la fin de vie n'est pas un sujet rationnel, c'est un sujet qui vient nous prendre dans l'ensemble de notre personne. Et donc je vous invite à explorer, y compris vos doutes. Je citerai, parce que j'aime beaucoup le citer, un propos de Jean Leonetti, dont le nom est connu de tous, puisqu'aujourd'hui sa loi est abondamment mise en avant. Et dans un livre qu'il a écrit en 2008, Jean Leonetti explique le processus législatif qu'il a été chargé de conduire pour aboutir à la loi de 2005. Et j'aime beaucoup la manière dont il explique qu'au début, il a constaté que ses collègues parlementaires et lui-même s'opposaient sur leurs certitudes et qu'à force de se laisser pétrir par la réflexion, à force de se laisser pétrir par les témoignages, ils ont fini par se rejoindre sur leurs doutes. Et il y a là l'illustration d'un processus éthique qui est très saisissant et très inspirant, mais qui n'a été possible que parce qu'on a accepté de se laisser déplacer de nos certitudes et de nos expériences. Donc, par connaître nos certitudes, pour pouvoir peut-être se rejoindre sur nos doutes dans un sujet qui naturellement donne le vertige, voilà un peu l'ambition de cette soirée à laquelle on est très heureux de vous convier et pour laquelle on est très heureux d'accueillir 4 personnes qui sont extrêmement compétentes sur ce sujet-là, pour le côtoyer, pour le fréquenter intimement depuis des années ou des décennies. Le docteur Élise Chartier, qui est médecin de soins palliatifs à Bordeaux, et donc qui pourra nous exposer un peu les enjeux autour de la question de la santé, mais peut-être aussi autour de la question de la responsabilité des professionnels de santé. On a Yves-Marie Doublet, qui est un juriste qui est extrêmement connaisseur de ces sujets-là sous l'angle de la construction du droit, qui est l'auteur d'une note dont je vous cite le titre « Suicide assisté, euthanasie, le choix de la rupture et l'illusion d'un progrès » qui est paru Fondapol cette année, en mars 2024. Nous avons Agatha Zelinski, qui est professeure de philosophie à la faculté Loyola, mais qui a aussi l'expérience d'avoir été bénévole en soins palliatifs pendant de nombreuses années. Je souligne que des philosophes qui ont une pratique de terrain, j'en connais pas tant que ça. Donc c'est aussi, non seulement outre l'amitié, c'est aussi l'intérêt que je porte aux travaux d'Agatha, c'est qu'ils sont enracinés. Et puis Françoise Desvaux, qui est engagée depuis de nombreuses années dans une association de soins palliatifs que je partage avec elle, mais aussi dans l'animation d'un réseau de bénévoles de soins palliatifs au niveau national, la fédération Être Là, et qui est également la conceptrice d'un MOOC. Alors le MOOC, c'est les enseignements en ligne pour destiner aux bénévoles ou aux professionnels, le MOOC de référence sur les soins palliatifs, qui est accessible à tous. Je vais vous donner donc tour à tour la parole pour, pendant 10 minutes, exposer les questions qui vous paraissent les plus intéressantes ou les plus saillantes dans le débat actuel. On vous a demandé de vous inscrire à des ateliers puisque, à partir de cette mise en bouche que vont nous proposer nos orateurs, vous aurez la possibilité d'approfondir certains points.
Et donc vous vous répartirez dans les ateliers pour discuter aussi librement que vous le souhaitez de ces questions-là. Et puis nous reviendrons à l'issue des ateliers, tous ensemble ici, pour essayer, avec, sans grande prétention, mais quand même avec beaucoup d'espérance, de tisser une image un peu globale de la réflexion autour de la fin de vie dans sa complexité. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous allez ressortir bousculés. J'espère que vous allez ressortir bousculés. Si vous ressortez en ayant l'impression que vos catégories de pensée ont été déplacées, tant mieux. Tant mieux. Et je vais tout de suite demander à Élise de nous partager un petit peu les points qu'elle estime les plus intéressants sur le sujet de la santé. Élise. Bonsoir, donc je suis le docteur Élise Chartier. Moi, je travaille sur Bordeaux. Donc, je suis médecin de soins palliatifs, mais je suis aussi coordinatrice d'une unité de soins palliatifs, 12 lits pour accueillir des patients dans un service hospitalier. Mais je travaille également dans une équipe mobile de soins palliatifs. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler également, c'est-à-dire qu'on a l'idée parfois que les soins palliatifs ne s'exercent qu'au sein de l'hôpital, dans des services restreints, dédiés, très spécifiques. Mais en réalité, le soin palliatif est un peu tout terrain. Donc moi, j'ai aussi cette expérience-là d'aller au domicile des gens. J'ai l'expérience aussi d'aller dans les EHPAD, dans les centres où on accueille des patients en situation de handicap. On exerce également en consultation. Et quand je vous parle de consultation, je vais vous parler tout de suite de prise en charge palliative beaucoup plus précoce. Parce que j'aimerais qu'on sorte un petit peu de ce qui est dit actuellement, d'une prise en charge palliative qui serait toujours à la toute fin de la vie, avec des représentations de patients mourants et de prise en charge exclusivement de la douleur ou du symptôme. On le réduit beaucoup actuellement, et les termes de la loi sont là-dessus, sur la douleur, la prise en charge de la douleur. Or, les soins palliatifs, c'est un exercice qui doit être le plus précoce possible. C'est un exercice qui se fait en interdisciplinarité, en pluridisciplinarité, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un médecin qui exerce comme ça. C'est une équipe entière. Ça s'exerce à l'hôpital, dans les établissements privés, ça s'exerce au domicile, ça s'exerce également dans les EHPAD, ça s'exerce partout. Tout le monde doit pouvoir avoir accès aux soins palliatifs, et les soins palliatifs doivent aller vers tout le monde. Et j'aimerais pouvoir partager ça avec vous. C'est-à-dire, mon exercice au quotidien, je soigne des gens, je fais en sorte qu'ils ne souffrent pas, je les accompagne, parfois très longtemps, parfois pendant des années. Je vais chez eux. Je vais aussi auprès de mes confrères et de mes consoeurs pour partager avec eux la complexité des décisions que nous avons à prendre parfois. C'est ce qu'on appelle des limitations ou arrêts de traitement. Et c'est aussi ça l'exercice des soins palliatifs, et j'aimerais pouvoir échanger un peu avec vous là-dessus. Nous sommes là également pour aider nos confrères en collégialité, c'est-à-dire se réunir et réfléchir ensemble si tel ou tel traitement est toujours judicieux à maintenir ou s'il faut l'arrêter. Est-ce qu'il faut le débuter ou pas? Si on le débute, qu'est-ce qui justifierait qu'on l'arrête? Donc c'est des questions assez précises. J'aimerais vous transmettre ça aussi. C'est une grande part de notre activité que de réfléchir avec nos confrères, avec les patients, avec leurs familles également, avec leurs proches, parce que c'est une attention particulière que nous avons en permanence. Et donc, j'aimerais aussi vous transmettre tous les à-côtés dont on ne parle pas. Voilà. Les soins palliatifs, c'est vraiment beaucoup de choses. Ça n'est pas que prendre soin de la douleur, vraiment. Et j'aimerais aussi discuter avec vous d'un autre type d'activité qui est aussi l'aide à la rédaction des directives anticipées, parce que ça peut aussi être du rôle d'équipe de soins palliatifs. Or, c'est un exercice difficile et c'est quelque chose de passionnant que d'accompagner des gens dans la rédaction de leurs directives anticipées. J'anime avec mon équipe une consultation à cet effet. Voilà, il me semble, ce qui est important comme base de départ pour parler de soins palliatifs. Voilà. Ouvrir un tout petit peu les murs de l'hôpital, ouvrir un petit peu l'idée sur ce que sont les soins palliatifs, et on pourra peut-être en discuter au cours de l'atelier un peu plus, et on partira un peu de vos représentations également. Voilà. Est-ce que, puisque
Tu as cette délicatesse de faire très court alors qu'on te laisse 10 minutes. Est-ce que tu peux nous dire aussi quelque chose de ce que ce projet de loi implique pour les soignants, pour les professionnels de santé, des risques, peut-être aussi des chances? Enfin, comment est-ce que tu vois l'impact, pas simplement sur les patients, mais aussi sur les professionnels de santé? Il est effectivement assez important de s'interroger sur l'impact que ça a sur les professionnels de santé, parce qu'il y a à penser aussi la vulnérabilité de ce côté-là. C'est-à-dire que les soignants aussi sont vulnérables, et ils sont aussi touchés par ce qu'on leur demande de faire. Moi, il y a une chose à la lecture de la loi qui, en tout cas, me heurte profondément. D'une part, la première chose qui me vient, c'est la question d'un rapport de force qui s'établirait entre le patient et le soignant. Toute la loi est écrite ainsi. Il y a la question d'un délai de réflexion. Le médecin, une fois qu'il est sollicité pour avoir... un patient arrive, demande une aide médicale à mourir, le médecin aurait 15 jours pour lui répondre. Le médecin, c'est pas précisé qui, c'est-à-dire que ça peut être le médecin traitant, ça peut être n'importe qui peut accueillir cette demande-là. Nous aurons 15 jours pour apporter une réponse. Le patient aura 2 jours de délai de réflexion. 2 jours. Je fais le parallèle parce que je l'aime bien, mais pour une vasectomie ou une ligature des trompes, c'est 4 mois. Pour un IVG, c'est 7 jours ou 14 jours, je ne suis pas sûre de moi. Mais en tout cas, 2 jours. 2 jours. Et même 15 jours. 15 jours pour apporter une réponse, moi, en tant que soignant, 15 jours, ça me paraît infaisable. Alors, peut-être aussi parce que la loi prévoit qu'il n'y aura pas de collégialité. Donc oui, finalement, c'est faisable. Dire oui ou non, c'est faisable. C'est-à-dire que la loi vient dire ça. Elle vient dire qu'un médecin, en son nom, peut. La loi demande quand même un avis. Donc je dois appeler un collègue, lui demander, un spécialiste d'organes qui ne connaît pas nécessairement le patient. Ça peut être lu simplement sur dossier. Il n'est pas obligé de rencontrer le patient. Ou l'avis d'un auxiliaire de vie, un psychologue ou un infirmier qui connaît le patient. Rien que ça, il me semble que c'est méconnaître la relation que l'on doit tisser avec un patient. Il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui est mutuel en fait dans cette relation-là. Or là, on passe sur une relation plutôt contractuelle. On doit répondre en un temps donné. Et en fait, c'est ignorer complètement que dans ce type d'accompagnement, l'un et l'autre s'engagent. En fait, oui, les soignants sont aussi très... ils sont partie prenante de ces accompagnements-là. On donne de soi, en fait. On sait que les plus grandes dérives des soignants, la plus grande fragilité, c'est l'excès d'empathie ou l'absence d'empathie. Mais de venir cette loi vient mettre une relation qui éloigne de la relation et donc de l'émotion. Or, on fonctionne énormément avec notre émotion. C'est-à-dire que vraiment, ce délai-là, il est incompatible avec le fait de tisser une relation avec son patient. C'est pas possible. Et puis après, il y a encore autre chose. Et ça, je pense que c'est aussi quand même important. Moi, de l'expérience que j'en ai, alors cette loi le fait ressortir, mais ça vient amener la notion... Enfin, je fais souvent le parallèle avec les patients que je rencontre. Je vais vous dire ça comme ça. Beaucoup arrivent dans la rédaction de leur directive anticipée avec une demande euthanasique, quasiment tous. Et en réalité, ils sont aussi en demande de la Xème ligne de chimiothérapie. Comme si il n'y avait rien entre l'acharnement thérapeutique et la demande euthanasique. Comme si on devait se battre. La sémantique du combat revient en permanence. Il y a une injonction au combat, une injonction à être fort, une injonction à faire face, à prendre les décisions, à être autonome. Et le jour où c'est plus possible, bam, ça tombe comme un coup près. Et c'est aussi, je reste très confraternelle, mais parfois l'apanage des oncologues et des spécialistes d'organes. C'est-à-dire que du moment où je ne peux plus guérir, j'envoie aux soins palliatifs. Et bien là, il y a l'autre alternative, c'est du moment que je ne peux plus guérir,
je peux euthanasier. Et je trouve que dans l'idée collective, il y a cette idée que c'est pas tant la... Enfin, je dirais ça, mais on nous dit souvent, j'ai pas peur de la mort. Mais ce que je veux pas, c'est l'agonie, c'est rester dans un lit. Mais moi, j'ai envie de dire, en tant que soignant, c'est ça la mort, en fait. On ne meurt pas du jour au lendemain comme ça. Non, il y a une phase où on est faible, où on est fatigué, où on reste dans le lit. Et oui, en fait, il y a cette altération du corps, en fait. Et que je crois qu'il faut aussi ramener dans la relation, regarder l'autre s'altérer, devenir faible, avoir besoin d'être nursé, d'être porté. Ben, c'est aussi ça le soin. Et je pense que c'est enlever cette notion de soin à la personne vulnérable. Qu'aujourd'hui, on parle beaucoup en tant que... Enfin, c'est les termes de légumes, des choses comme ça qui ressortent et qui me semblent, moi, très péjoratives et très délétères. Voilà. Merci beaucoup Élise pour comprendre que on introduit tout de suite le sujet dans l'idée que c'est une relation qui est en jeu aussi. C'est pas simplement un droit, une faculté individuelle, c'est aussi une relation qui engage bien au-delà du patient. Tu peux donner le micro à Yves-Marie Doublet. Merci Tanguy. Rapproche le micro. Merci Tanguy. Si j'avais employé un mot pour qualifier ce projet de loi, ça serait le mot dissimulation. C'est une dissimulation sémantique d'abord, c'est une dissimulation éthique et c'est aussi une dissimulation économique qui se déduit du dispositif même de la loi, du projet de loi. Alors quelques remarques générales d'abord sur ce projet de texte. Le Conseil constitutionnel exige de la loi qu'elle soit intelligible, c'est-à-dire qu'elle soit claire et qu'elle ne prête pas à l'équivoque. Or, ce sont deux qualités que ne remplit absolument pas ce projet de loi en employant les mots d'aide à mourir et de soins d'accompagnement qui ne sont pas les mots justes. Derrière ce texte est aussi invoquée l'idée de fraternité qui dévoie quelque peu le sens de ce mot. Ce texte a 21 articles, dont 17 sont consacrés à l'aide à mourir. Et derrière l'aide à mourir, il n'y a rien d'autre que le suicide assisté et l'euthanasie. Le suicide assisté, c'est la situation dans laquelle la personne s'administre elle-même le produit létal sur prescription médicale. L'euthanasie, c'est le geste létal avec l'intention de donner la mort, geste qui est effectué le plus généralement par un médecin, mais qui, dans le projet de loi qui est soumis au Parlement, pourra être réalisé par tout un chacun. Si on s'attache maintenant au titre du projet de loi, il s'appelle « Accompagnement des malades et fin de vie » et il ne laisse pas plus deviner qu'il légalise le suicide assisté et l'euthanasie, pas plus qu'il ne laisse deviner qu'il s'applique en fait à toutes les phases de la vie. Et les lois belges, luxembourgeoises, espagnoles, hollandaises n'ont pas eu du tout ces scrupules. Elles ont assumé le choix de la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté dans le titre de la loi. Et si on regarde aussi le document qui accompagne le projet de loi, l'étude d'impact qui est censée évaluer toutes les conséquences juridiques, économiques, sociales du projet, eh bien, il emploie 25 fois le mot euthanasie et 28 fois le mot suicide assisté, mais il n'en est pas question dans le projet de loi. Alors, allons un peu plus loin dans le détail sur cette expression d'aide à mourir. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas voulu employer ce mot ? Il a préféré employer le mot avec cette aide à mourir avec sa connotation compassionnelle plutôt que le mot euthanasie qui renvoie à soit la théorie utilitariste du XIXe siècle, soit à la politique, une des tragédies du XXe siècle dans l'Allemagne nazie. Et s'agissant de l'emploi du mot suicide, employer le mot suicide, pour lui, ça aurait été le placer en porte-à-faux vis-à-vis de la politique qu'il est censé assumer de prévention du suicide.
on ne peut pas il n'y a pas un bon suicide et un mauvais suicide. Et le comité consultatif national d'éthique, qui est à l'origine de ce projet de loi de légalisation du suicide assisté et, dans certains cas, de légalisation de l'euthanasie pour les personnes qui ne peuvent pas physiquement s'administrer le suicide assisté, quelques pages plus loin, après ses conclusions en faveur de cette légalisation, eh bien, observe assez benoîtement qu'il n'y a pas de grande différence entre le suicide assisté et le suicide. Et de fait, on attend de pied ferme, enfin, les promoteurs de cette législation qui devront nous expliquer comment ils combinent à la fois prévention du suicide et légalisation du suicide assisté. Dans ce projet de loi, qui est issu maintenant de la commission spéciale qui a modifié le texte d'origine déposé devant le Parlement, l'aide active à mourir sous ses deux formes, suicide assisté, euthanasie, intervient dans 4 hypothèses. D'abord, elle est proposée implicitement au moment de la prise en charge du malade à travers les soins d'accompagnement sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Ensuite, l'euthanasie, comme je viens de le dire, sera appliquée aux personnes qui ne peuvent pas s'auto-administrer la dose létale physiquement, et elle pourra être administrée par un médecin, par un infirmier ou tout volontaire. Troisième hypothèse, cette aide à mourir s'impose maintenant lorsque la personne refuse un traitement. C'est-à-dire que c'est un cas de figure qui n'existait pas au départ dans la loi belge, mais qui s'est imposé par la pratique, c'est-à-dire que la personne refuse un traitement et se rend de cette façon, se place dans une position d'incurabilité, mais le médecin ne peut pas s'assurer que la souffrance dont est atteinte la personne est due à la souffrance elle-même, objectivement, ou au contraire au fait qu'elle refuse le traitement qui lui a été prodigué. Et enfin, dernière hypothèse, dans le texte de la commission spéciale, cette aide à mourir est permise à travers les directives anticipées du patient au cas où il n'aurait plus son discernement, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une maladie neurodégénérative, sans qu'on puisse vérifier au moment de l'acte que la personne a tout son discernement. Et là où il y a ces formes de mort administrée à l'étranger, qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'en fait, que l'euthanasie supplante complètement le suicide assisté. C'est vrai de la Hollande, c'est vrai du Canada. Par exemple, au Canada, en 2022, il y a eu 2000 euthanasies pour 7 suicides assistés tout au long de l'année. Donc l'euthanasie a toujours le dessus quand il y a ces deux formes de mort administrée qui sont proposées. Et la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est qu'à ma connaissance, dans aucun pays au monde, un tiers n'est autorisé à pratiquer l'euthanasie comme le propose le projet de loi. C'est toujours le médecin. J'en arrive au deuxième mot qui pose problème, c'est le mot des soins d'accompagnement. Jusqu'ici, les soins qui prévalaient en fin de vie, c'était les soins palliatifs. Les soins palliatifs, ça a une histoire, c'est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé et ça correspond à la prise en charge de la douleur, à l'apaisement de la souffrance psychique et à l'accompagnement du patient et de son entourage. Les soins d'accompagnement, c'est tout autre chose. On quitte le terrain médical pour faire du médico-social. Ça ne recouvre pas le soin. L'accompagnement, on l'emploie pour l'accompagnement social des personnes licenciées, on l'emploie dans la justice, on l'emploie dans l'éducation nationale, mais c'est un lointain rapport avec le soin. Et derrière cette promotion des soins d'accompagnement, il y a quand même
l'idée un peu diabolique, à mon sens, de marginaliser les soins palliatifs. En quelque sorte, on fait monter en première division les soins d'accompagnement et on fait rétrograder en deuxième, voire en troisième division, les soins palliatifs avec une perspective de marginalisation à terme des soins palliatifs. Troisième exemple, c'est la fraternité. Ce mot n'est pas dans le texte, mais il a été utilisé par le président de la République pour justifier ce texte. Il est curieux quand même qu'on emploie cette expression quand 500 personnes meurent chaque jour faute d'accès aux soins palliatifs et que 21 départements n'ont toujours pas d'unité de soins palliatifs. La vraie fraternité, ça serait là. Deuxième dissimulation, la dissimulation éthique. Le moteur du discours... Je vais te demander de rétrécir ou d'accélérer, quitte à développer après dans les ateliers. Alors, je laisserai tomber la partie économique qui a son importance. Mais un des moteurs de la justification du discours euthanasique, c'était la dignité. Il y a ici des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées pour en parler. Maintenant, c'est l'autodétermination. Mais loin de consacrer l'autodétermination de l'individu, à mon avis, ce texte consacre le tout pouvoir médical. Parce que à toutes les étapes de la procédure, c'est le médecin qui va décider et non pas la personne. C'est le médecin qui va décider au moment de la prise en charge du patient en l'orientant possiblement vers l'aide à mourir. C'est le médecin aussi qui va apprécier le caractère insupportable ou non de la souffrance, qui est critère qui est éminemment subjectif. Et la souffrance dans le texte peut être soit réfractaire, soit ou insupportable, et être accompagnée éventuellement d'une souffrance psychologique, comme si la douleur physique n'avait pas en soi une dimension psychologique. C'est le médecin qui va apprécier le diagnostic du stade avancé ou terminal, qui est impossible à définir. Et on sait très bien que des personnes peuvent être en stade avancé et avoir une espérance de vie de plusieurs années. La demande du malade n'a pas besoin d'être écrite, à l'inverse de ce qui est exigé la plupart du temps à l'étranger. Le médecin peut proposer d'orienter le malade vers un psychiatre, alors que c'est une obligation dans un certain nombre de pays étrangers. Le mot collégialité, qui est un requis pour les lois Leonetti, pour les arrêts de traitement, est employé dans la procédure, mais comme ça a été dit, l'examen du patient par un second médecin n'est pas obligatoire. La consultation peut se faire à distance. Le médecin n'a pas à informer les proches et la personne de confiance. Le médecin est consulté dans l'espace de 15 jours. Aujourd'hui, on sait tous qu'il faut 2 à 3 mois pour avoir une consultation d'un médecin antidouleur. Le patient, lui, a 48 heures pour confirmer sa demande. Et quand on connaît la fluctuation de la volonté d'un malade, on se dit que c'est totalement irréaliste. Qu'entre l'expression de la demande et l'expression de la volonté, c'est bien différent. Je voudrais qu'à titre de comparaison, le patient a 15 jours pour prendre sa décision à la réception d'un devis en chirurgie esthétique. Le médecin revient à la charge, le médecin revient à la charge si le patient ne s'est pas manifesté au bout de 3 mois. C'est le médecin qui va retirer la substance létale à la pharmacie, ce qui est un moyen de déresponsabiliser le malade et qui fait qu'on bascule à travers ça aussi du suicide assisté vers l'euthanasie, à la différence de certains systèmes étrangers. Et c'est le médecin qui fait la déclaration et on ne sait pas comment sera opérée vraiment la différence entre le suicide assisté et l'euthanasie, sachant que 30 à 40% des euthanasies ne sont pas déclarées en Belgique et aux Pays-Bas, et qu'un livre vient de sortir sur les manipulations statistiques qui existent en Suisse sur les suicides assistés. J'arrête là. Ce que je veux dire, juste une phrase, c'est que dans les lois de 2005 et dans les lois la loi Leonetti de 2005 et la loi Claes-Leonetti de 2016, on avait une traçabilité, on avait une transparence. Et là, je crains qu'on revienne, faute de collégialité véritable, à une solitude médicale, et donc que ça soit un retour en arrière avec la pratique des cocktails lithiques qui ont prévalu jusqu'à la loi de 2005. Merci Yves-Marie. Merci aussi pour ces éléments très précis, très documentés, qui sont essentiels pour comprendre que, d'une part, le diable se cache dans les détails, ça on le sait, mais que derrière, c'est des actes concrets qui sont envisagés,
Et donc, on est au stade là où il nous faut envisager de manière très opératoire de quoi on parle. Agatha Zelinski, si tu veux bien nous partager ton expérience, ton regard de philosophe aussi sur cette grande question qui nous taraude. Merci. Bonsoir. La proposition que j'ai envie de vous faire, mais je vais plutôt présenter ce qui va se passer en atelier que vous faire des grandes réflexions, mais la proposition, c'est de regarder un peu quel type de mots, ça a déjà été évoqué par M. Doublet, quel type de concepts sont mobilisés et sont en débat autour de ce projet de loi. Et il me semble qu'il y a, d'un côté, il y a deux mots, deux notions, j'allais dire, classiquement invoqués autour de la fin de vie, qui sont la dignité et la liberté. Et puis parmi les termes un peu nouvellement brandis, mais vous les avez évoqués, il y a la notion d'accompagnement et même de soins. C'est-à-dire ces mots, ces 4 mots, ce sont des mots paradoxaux, ambigus, voire malmenés, comme vous l'avez évoqué par ce projet de loi. Alors, comment on peut y réfléchir de plus près? Par exemple, en se posant des questions à propos de ces mots un peu clés dans le débat. Et il y a une question que j'aime bien poser souvent aux étudiants, tout ça, je vais me permettre de vous la lancer. Je vais même faire le test sur vous. Est-ce qu'on peut perdre sa dignité? Alors voilà, dans la salle, spontanément, qui dit oui, on peut perdre sa dignité? Vous dites oui, levez la main comme ça pour qu'on se fasse une idée. Ouais. Ouais, ok. Qui dit non, on ne peut pas perdre sa dignité? Ah, c'est moitié-moitié, hein, c'est intéressant. Et puis, vous avez le droit de ne pas vous prononcer. Mais donc, vous voyez bien que, en fait, pour se donner des éléments de réponse, puisque on peut dire voilà 50-50, hein, il faut définir le terme. Et en fait, si on regarde de près la réponse qu'on donne quand on dit oui, on peut la perdre, et la réponse qu'on donne quand on dit non, on ne peut pas la perdre, on ne parle pas de la même chose, en fait. Et du coup, ça vaut le coup d'éclairer un peu ça. Alors pareil, sur la liberté, la question que je pourrais poser, par exemple, c'est est-ce que la liberté, ça n'est que la capacité de faire des choix? Là, c'est déjà plus philosophique. En fait, non, ça n'est pas que ça. C'est ça, bien sûr, la liberté, c'est la capacité de faire des choix, mais la liberté, même presque plus fondamentalement, que de faire des choix, c'est la capacité d'avoir des initiatives, d'ouvrir des possibles, de créer du neuf. Alors voilà, qu'est-ce que ça change si dans la relation avec un patient très malade, voire en fin de vie, si dans la relation d'accompagnement, la relation de soins, si on considère que sa liberté, c'est juste faire des choix, et en gros, si c'est juste faire le choix on ou off, je veux continuer à vivre ou je veux plus vivre, ou si on considère que sa liberté, c'est encore de créer du neuf. Vous voyez que dans l'accompagnement, on ne va pas être exactement de la même façon. Ou encore, on pourrait se demander aussi, est-ce que nos choix personnels sont indépendants? Alors là, pareil, allez, je fais avec vous un petit test comme j'aime bien faire avec des étudiants en médecine ou en soins infirmiers, c'est est-ce qu'on peut imaginer une action humaine qui soit totalement indépendante de l'existence des autres? De l'existence des autres, oui. Alors, je vous dis ce que me répondent souvent spontanément les étudiants. Donc, vous imaginez, les étudiants, ils ont 20 ans, tout ça. Alors, il y en a, ils gloussent un peu, ils ricanent et ils disent bah oui, quand on fait pipi, on n'a pas besoin des autres. Typiquement, c'est exactement le contre-exemple de ce qu'ils veulent dire. Parce que ces gestes-là, ces besoins primaires-là, ils sont complètement culturels. Pourquoi? Justement, on se cache. Enfin, on se cache. On s'isole des autres. Ça veut dire, ce que ça vient mobiliser, c'est le rapport à la pudeur. Et le rapport à la pudeur, c'est le rapport aux autres. Oui, bon, il y a la petite confusion sur être seul et être indépendant des autres. Bon, voilà.
Mais donc, voilà, non, en fait. Voilà, tout. Alors, ils me disent, bah oui, quand je fais mon footing, le matin, je suis tout seul. Bah oui, mais tu as des baskets qui ont été fabriquées par des... Bon, etc., etc. Donc, voilà, là aussi, selon l'idée qu'on se fait de est-ce qu'on est totalement indépendant ou est-ce qu'on reconnaît qu'on est interdépendant, on ne va pas forcément se positionner de la même façon. Et puis voilà, sur ces mots d'accompagnement et de soins, jusqu'à présent, le terme d'accompagnement, qui est quand même mobilisé du côté des soins palliatifs. La société savante qui représente les soins palliatifs en France s'appelle la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Donc jusqu'à présent, ce mot accompagnement, il était du côté de accompagner la vie et le vivant. Donc, est-ce que les formulations du projet de loi ne le disent pas explicitement, mais pourraient laisser entendre que sous la notion d'accompagnement, il pourrait y avoir l'aide à mourir. Et du coup, vous voyez, là aussi, on va parler d'autre chose. Et pareil, le soin, est-ce que donner la mort, est-ce que provoquer la mort, ça peut être considéré comme un soin? C'est le cas au Canada, par exemple. Et au Canada, on voit comment ça a complètement bouleversé aussi les soins palliatifs en tant que tels, mais même la relation. Qu'est-ce qu'on propose quand on propose? Certains maintenant disent le soin pour l'euthanasie. Le soin. Bon, voilà, je présente un truc un peu extrême, mais vous voyez, ça nous fait réfléchir plus largement sur, en fait, c'est quoi le soin? Qu'est-ce qu'on dit par là? Voilà, c'est un petit peu le champ que je vous propose d'ouvrir. Merci Agatha, parce qu'on voit tout de suite que, effectivement, si on ne prend pas le temps de comprendre ce que les mots signifient pour nous, mais les mots dans le langage, ce qui signifie entre nous, alors du coup, on risque de créer beaucoup plus d'ambiguïté que de choses claires. Merci beaucoup pour nous inviter à revenir dans la complexité, dans l'origine, dans le sens individuel et dans le sens collectif des mots. François, toi, tu vas nous parler de ton expérience, de ton domaine d'observation qui est celui du bénévolat et par extension celui des solidarités citoyennes autour de la souffrance et de la fin de vie. Voilà, alors bonsoir. Moi, j'exerce mon bénévolat auprès de l'association Être là, qui est un mouvement tourné vers les autres, dédié à l'accompagnement des personnes malades ou en fin de vie. Nous rassemblons des bénévoles qui apportent chaque année écoute et soutien aux personnes gravement malades ou en fin de vie et à leurs proches. Nous agissons au sein d'associations de proximité qui contribuent depuis 1984 au développement de l'accompagnement des soins palliatifs et de la qualité de vie des patients. Avant de vous exposer quels sont les enjeux au regard des solidarités familiales et bénévoles, je voudrais resituer brièvement la présence dès le début de la société civile et des bénévoles dans le paysage des soins palliatifs. Le mouvement des soins palliatifs a été porté en France par des hommes et des femmes sensibilisés dans les années 70 aux conditions désastreuses du mourir et engagés lors des décennies suivantes pour mettre fin à des situations intolérables. L'abandon des malades, au motif qu'on ne pouvait pas les guérir, l'excès de médicalisation conduisant à l'acharnement thérapeutique, les souffrances non soulagées, la découverte des fins de vie pénibles des malades atteints du sida. D'où l'émergence de deux courants très distincts. L'un qui défendait la liberté de recevoir la mort, et ce fut la création en 1980 de l'ADMD, qui est l'Association du droit de mourir dans la dignité, et l'autre condamnant l'acharnement thérapeutique, mais aussi l'euthanasie. Et c'est ainsi que furent créés en 1983 JALMALV et en 1984 l'ASP, l'Association pour l'accompagnement et le développement des soins palliatifs, qui est devenue Être là depuis 3 ans. Concernant le projet de loi, celui-ci comporte 2 volets. Le premier sur les soins palliatifs et le second sur l'aide à mourir. Concernant le premier volet, qui devait être une loi ambitieuse pour les soins palliatifs, nous aimerions qu'elle soit plus musclée, par exemple en rendant opposable l'accès aux soins palliatifs pour tous et partout. Nous souhaitons également à ce qu'il continue à consacrer le gros des bénévoles, parce que les bénévoles sont actuellement les seuls bénévoles inscrits dans le Code de la santé publique. Et la mention des bénévoles a complètement disparu dans cette loi, contrairement aux lois précédentes. Nous avons donc proposé plusieurs amendements déposés par des députés que nous avons rencontrés, et 2 d'entre eux ont déjà été adoptés. Le premier, la définition des soins d'accompagnement, mentionne la participation des bénévoles à la prise en charge globale de la personne malade.
Et le second ajoute l'ajout de la vocation des bénévoles d'accompagnement à intervenir au sein des maisons d'accompagnement. Sur le second volet, notre association n'a pas pris de positionnement car la mission de notre bénévolat est d'accompagner sans jugement et sans projet pour la personne malade. Quelle que soit la loi qui va passer, nous continuerons à accompagner, même si nous avons des convictions personnelles. Dans notre société contemporaine, qui valorise à l'excès la jeunesse, la performance, la rentabilité, l'enjeu n'est-il pas d'abord éthique, posant avec force la question de la place des droits fondamentaux et de la reconnaissance sociale de nos aînés les plus vulnérables, des personnes gravement malades et en fin de vie. Ces situations appellent à une culture de la solidarité, du prendre soin citoyen, à retrouver le sens de l'humain et de la relation humaine. Nous sommes face à un défi qui met chaque citoyen face à sa propre vulnérabilité, mais également face à ses responsabilités et à ses devoirs. Le projet de loi sur l'aide à mourir pose un défi important pour les bénévoles d'accompagnement et aura un impact sur les solidarités familiales et bénévoles. Ces bénévoles sont présents pour offrir un soutien émotionnel et une présence réconfortante aux patients en fin de vie. Lorsqu'une personne est confrontée à une maladie grave et à la perspective de la fin de sa vie, elle peut ressentir un profond désespoir et une volonté de mettre fin à ses souffrances. Cependant, des études ont montré que le soutien émotionnel, l'accompagnement attentif et les soins palliatifs de qualité atténuent ce désir de mort. En offrant une présence aimante, une écoute empathique, les bénévoles peuvent aider les patients à trouver un sens et une qualité de vie, même dans les moments les plus difficiles. Le projet de loi peut donc avoir un impact significatif sur les solidarités familiales en mettant en lumière l'importance de l'accompagnement humain et de la compassion. Les familles peuvent être amenées à réévaluer leur rôle et leur soutien aux proches en fin de vie, en reconnaissant que la présence et l'écoute attentive peuvent apporter un réconfort et une dignité inestimables à leurs êtres chers, mais également en modifiant les rôles et les responsabilités des proches des patients en fin de vie. Alors que certains membres de la famille peuvent soutenir le choix de l'aide à mourir, d'autres peuvent s'y opposer, créant ainsi des tensions et des conflits au sein de la famille. Il est essentiel que les familles puissent communiquer ouvertement et respectueusement sur ces questions délicates et que les professionnels de la santé et les bénévoles puissent les accompagner dans ce processus. Dans les soins de fin de vie, il est probable que les bénévoles pourront être confrontés à des dilemmes éthiques et moraux, les obligeant à réévaluer leur engagement et leur approche dans les soins palliatifs, et devront faire face à des questions éthiques et morales complexes concernant leur rôle dans ce processus de fin de vie. Il sera donc essentiel pour les associations de fournir une formation adéquate aux bénévoles et de mettre en place des ressources de soutien pour les aider à naviguer dans ces nouvelles réalités. Il sera essentiel pour les bénévoles d'être bien informés sur la législation en vigueur et sur les droits des patients en matière d'aide à mourir. Les bénévoles doivent être en mesure de continuer à offrir un accompagnement de qualité tout en respectant les choix et les valeurs des patients et en offrant un accompagnement compatissant et attentif. Ils devront également être préparés à accompagner les patients et leurs familles dans la prise de décisions difficiles et potentiellement controversées. Ce défi nécessitera une formation supplémentaire et un soutien accru pour les bénévoles. Ils devront également être sensibilisés aux enjeux émotionnels et psychologiques qui peuvent surgir lorsqu'ils accompagnent des patients qui envisagent l'aide à mourir. Il est donc essentiel que la législation sur l'aide à mourir et les soins palliatifs prenne en compte cette dimension humaine et relationnelle, en reconnaissant que l'accompagnement des personnes en fin de vie ne se limite pas à la question de la mort assistée, mais englobe également la dimension de la dignité, du respect et de la compassion. En conclusion, le projet de loi sur l'aide à mourir et les soins palliatifs peut avoir un impact profond sur les solidarités familiales et bénévoles, en mettant en lumière l'importance de l'accompagnement humain et de la compassion dans les soins de la fin de vie. Il est essentiel de reconnaître ces défis et de travailler ensemble pour soutenir les familles, les bénévoles et les professionnels de la santé dans cette période de transition. En favorisant une communication ouverte, un soutien émotionnel et une formation continue, nous pouvons garantir que les patients en fin de vie reçoivent les soins et le soutien dont ils ont besoin. En reconnaissant que le désir de mort des personnes malades et en fin de vie peut s'effacer grâce à un soutien approprié, nous pouvons promouvoir une approche respectueuse de la dignité et de la vie humaine dans les moments les plus vulnérables. Merci Françoise.
de nous ramener aussi à cette réalité à la fois familiale, cette réalité sociale. Derrière les grands mots qui ont été mis en avant de fraternité, on se rend bien compte que le sujet risque au contraire de mettre à mal possiblement des solidarités, des fraternités qui sont patiemment construites depuis des décennies. On l'a rappelé, l'histoire des soins palliatifs, en fait, l'histoire moderne, elle commence il y a une quarantaine d'années, mais en fait, l'histoire de l'accompagnement de la fin de vie commence depuis la nuit des temps, et même dans sa dimension moderne, ça fait 150 ans à peu près, depuis le début, moitié du 19e siècle, qu'on a patiemment construit un dispositif pour tenter de rendre la vie aussi soutenable et aussi désirable, même dans les moments les plus critiques. Et donc nous arrivons aujourd'hui à une espèce de pointe où on viendrait à se dire qu'à un moment donné, la mort deviendrait préférable à la vie parce que les conditions de la vie n'ont pas été entretenues de manière satisfaisante. Et donc le sujet politique aujourd'hui, c'est est-ce que la priorité ne devrait pas porter sur garantir à la population les conditions de vie la plus désirable et la plus soutenable possible, plutôt que de trouver une voie qui permettrait de faire disparaître le problème en faisant disparaître la personne. Voilà en gros les sujets qui se posent, et vous avez bien compris, et je remercie vraiment nos intervenants pour la finesse avec laquelle ils ont pointé du doigt un certain nombre de sujets complexes, voire épineux, que nous sommes en pleine ambivalence quand on est dans le sujet de la fin de vie, nous-mêmes, mais les gens qui nous entourent, eux-mêmes sont dans l'ambivalence. On est en pleine ambiguïté avec des termes qui sont mal définis, qui prétendent être des termes compassionnels, mais qui derrière induisent des pratiques qui nécessitent d'être précisées et qui peuvent se révéler pour le coup avoir quelque chose de barbare au sens classique, au sens profond du terme, c'est-à-dire d'assez peu civilisé. On se rend compte que ce qui structure les sociétés, c'est-à-dire la cohésion, le soin, devient quelque chose qui peut être mis à mal, dès lors qu'on engloberait dans la notion de soin quelque chose qui vise non pas à prolonger la vie, mais au contraire à la raccourcir. On se rend compte derrière qu'il y a quand même quelque chose qui apparaît comme étant une forme d'opposition et non pas de complémentarité, contrairement à ce que beaucoup d'acteurs essayent de faire passer, que d'un côté, le fait de donner la mort n'est pas aisément inscriptible dans la continuité du fait d'avoir cherché à s'en protéger ou à préserver la vie, qu'au niveau du geste, ça pose des problèmes orthogonaux de rupture entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on ferait maintenant. J'insiste aussi sur la manière dont vous avez mobilisé votre expertise, mais aussi votre expérience, parce que ce sujet-là doit s'appuyer sur l'expérience des acteurs et pas simplement sur des épisodes, des situations de vie qui pourront être individuellement ou familialement très douloureuses, mais qui restent des épisodes relativement anecdotiques par rapport au volume de gens qui sont communément, quotidiennement accompagnés vers le soulagement et non pas vers la mort. Donc tout ça nous donne le vertige. On pourrait se dire, mais c'est trop complexe pour que moi-même je puisse me prononcer et laisser à d'autres plus savants que nous ou plus responsables que nous la responsabilité de décider. Je trouve que dans le débat qui s'est ouvert, il y a quelque chose qui a changé. Pour observer ce sujet depuis 20 ans, je constate qu'aujourd'hui, tout le monde s'empare de ce sujet. Tout le monde a envie de s'y intéresser. La presse a monté en niveau de qualité. Est capable de proposer dans des articles synthétiques une approche de la complexité. Ce sujet n'est plus un sujet de chambre close, ça devient le sujet de tous, à condition, je le redis, que nous soyons tous mis en situation d'avoir une appréciation éclairée de ce sujet. Je terminerai ce premier temps de présentation des problématiques en rappelant les propos d'un anthropologue très célèbre qui s'appelait Louis-Vincent Thomas, et qui est un des plus grands anthropologues du monde, et on a le privilège de savoir qu'il a été français, et qui nous disait que la mort est un fait social total. La mort est un fait social total qui va nous bousculer pas simplement au niveau de notre santé physique, mais aussi au niveau de notre santé psychique, de la santé sociale, des solidarités, qui va interpeller les sujets au niveau de la démographie, de la sociologie, de l'économie, de la philosophie, de la littérature, de l'éducation. On doit s'étonner que le sujet de la mort soit si peu présent dans les parcours éducatifs à l'école, alors que c'est autour du sujet de la mort que se structure
toutes les sociétés qui existent dans le monde. Vous voyez, gardons-nous d'imaginer que le sujet de la mort serait un sujet qui pourrait être traité de manière technique, alors que c'est le sujet le plus structurant de toute société humaine. Une fois que nous vous avons invité dans cet océan de complexité, qui, à juste titre, doit vous dérouter, et pour vous mettre en confiance, je pense que parmi tous les intervenants présents, et moi je m'inclus dedans, nous sommes sans arrêt interpellés, lucidement, enfin pas lucidement, sincèrement interpellés par la complexité du sujet qui nous met toujours en difficulté de nous dire « et si sur ce point-là, je n'étais pas complètement aligné, et si c'était plus complexe que ce que moi-même je peux en penser ». Donc ça, c'est vraiment un trait qui doit honorer tous ceux qui essayent de réfléchir à la question de la mort, vous compris, en ayant quand même, à un moment donné, le souci de remettre en cause, y compris vos convictions les plus profondes, parce que le sujet est un sujet total et un sujet grave. Je suis étourdi de voir que nous sommes exactement dans le timing, puisque nous avions prévu de terminer ce premier temps de notre soirée à 20h, en vous demandant, on va dépasser de 2-3 minutes, on va garder un petit instant de silence pour que vous puissiez, à la lumière des ateliers dans lesquels vous avez choisi de vous inscrire, préparer, préméditer une interrogation, un questionnement que vous aimeriez porter en partage dans l'atelier qui va suivre et qui va commencer à 20h10. L'exercice dans lequel on rentre là est un exercice qui n'a aucune prétention synthétique. Vous avez compris que le sujet est plutôt un sujet qui s'ouvre qu'un sujet qu'on voudrait fermer autour de quelques points sur lesquels tout le monde pourrait peut-être s'accorder, mais en réalité, on voit qu'on ne peut pas s'accorder, et encore tant mieux. C'est ça qui préserve tous les espaces de dialogue et de discussion autour du sujet. Mais je vais demander à nos intervenants, tour à tour, de nous dire, certainement pas de manière exhaustive, mais quelques points qui ont retenu leur attention, qui ont pu peut-être les surprendre dans les échanges, pour qu'on comprenne, quand on n'y a pas participé, un peu qu'est-ce qui s'est passé dans les autres ateliers, sachant que vous avez été amené à choisir un atelier, mais que vous auriez pu être intéressé sans doute par les questions qui se traitaient dans les autres. Donc choisir, c'est renoncer, ça on sait, mais du coup on va essayer de partager cette réflexion commune en mettant des éléments en commun, et puis que les personnes qui ont été assez aimables pour faire l'animation, Cécile, Hamdam, Cyril et Arnaud, vous puissiez compléter, rajouter un rapport d'étonnement, quelque chose de cet ordre-là. Ça, je vais vous demander de faire bref, dans la demi-heure qui nous reste, c'est-à-dire à peu près 5 minutes par atelier. Donc ça veut dire qu'on n'ouvre pas une nouvelle discussion. Ça veut dire qu'on pointe simplement quelques éléments qui vont nous accompagner dans notre réflexion. Et puis après, on essaiera, et là encore, je m'engage à ne vous apporter aucune forme de synthèse, mais essayer de remettre tout ça un peu en perspective. Élise, veux-tu commencer? Attends, je te passe un micro. Oui, alors 5 minutes, ça va être court parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions. Je trouvais que vous avez posé beaucoup de questions. En tout cas, vous avez au départ manifesté votre étonnement. La première question qui est venue, c'est pourquoi y a-t-il une si forte opposition entre les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir? Donc ça nous a occupé un peu de temps. Et on s'est demandé pourquoi, finalement. Pourquoi est-ce qu'il y avait cet aspect idéologique qui venait les opposer? Et on a aussi constaté qu'il y avait la question de l'opposition, effectivement, mais il y avait aussi la question de l'affaiblissement des soins palliatifs quand une aide médicale à mourir était proposée, et que ça, on le sait de l'expérience des autres pays qui l'ont mis en œuvre. Et donc on a beaucoup parlé de pourquoi ça vient affaiblir les soins palliatifs, et donc pourquoi aussi cette opposition, elle n'est pas que idéologique. Et finalement, on a petit à petit, avec ça, parlé de ce qu'étaient les soins palliatifs. Et on a découvert, avec les questions aussi, que les soins palliatifs pouvaient être bien plus précoces qu'il n'y paraît. Et on a aussi parlé de la question du financement des soins palliatifs, et donc aussi de l'enseignement qui devrait être beaucoup plus généralisé à tous les soignants. Donc de la place du soin palliatif qui devrait être plus fort, pour venir concurrencer une médecine curative toute puissante et qui vient mettre à mal les conditions du mourir. Ça, c'était vraiment tout un pan, et ça a été
assez bien relayé dans les questions que vous avez posées et dans les étonnements que vous avez témoignés. Après, on a beaucoup parlé, c'était intéressant, de la place de chacun. C'est la question de la place et la question de la responsabilité de chacun. La responsabilité du patient dans les décisions qui sont prises, dans ces directives anticipées, dans l'expression de ce qu'il peut dire. Est-ce que je peux demander ça? Est-ce que je peux demander à ce qu'on arrête les soins? Est-ce que je peux demander à mourir? Est-ce que les proches peuvent être concertés? Quelle est leur place? Est-ce qu'ils peuvent prendre des décisions ou est-ce qu'au contraire, pas du tout? Donc on a dit ce qui se dit dans la loi actuellement, c'est que les proches n'ont pas de décision à prendre, mais ils peuvent être consultés à titre de témoin. On a donc parlé de la personne de confiance, de sa place, de témoin également, mais on a remis au centre toujours la parole du patient, parce qu'en réalité, dans l'immense majorité des cas, même quand les patients ont des troubles cognitifs, la parole est toujours là et il faut l'écouter. Et puis on a aussi été sur la question de la responsabilité. Qui décide? Donc qui endosse cette responsabilité? J'ai senti un peu d'étonnement à ce que ce soit quand même la responsabilité du médecin. Je ne sais pas si je l'ai bien senti, mais voilà, il y avait quand même un peu cet étonnement. Est-ce que c'est vraiment de la responsabilité? Qui décide, quoi? Ben, c'est le médecin quand même qui décide à la fin. Parce que le médecin propose un traitement que le patient peut accepter ou refuser. Et donc on a aussi été là-dessus, c'est-à-dire que l'aide médicale à mourir vient renverser cet état de fait, c'est-à-dire que là, c'est le patient qui vient demander quelque chose. Et c'est une autre façon de penser la relation avec un soignant. Et donc, on a aussi parlé forcément de l'acharnement thérapeutique et de l'augmentation de l'espérance de vie en mauvaise santé. Et donc, on a débattu de l'intérêt de soins palliatifs beaucoup plus précoces pour aussi réfléchir à ce qu'on entreprenait et aux conséquences que ça avait. Revenant toujours à l'idée de la précocité des soins palliatifs, qui serait absolument essentielle. Et puis à la toute fin, on a parlé de sédation, se demandant si une aide médicale à mourir viendrait enlever ce droit d'une sédation profonde, continue et maintenue jusqu'au décès. Alors non, pas forcément. Puis on a aussi dit que les sédations, il y en avait plein de formats différents. Une sédation n'est... Dans l'immense... en fait, il n'y a que la sédation profonde maintenue jusqu'au décès qui est irréversible. Toutes les autres, il y en a 64 en tout, sont réversibles. Et donc tous les jours, nous faisons des sédations et les patients se réveillent. Ils peuvent subir un soin douloureux et on se réveille à la fin du soin. On peut passer un cap difficile parce qu'il y a une douleur très intense, une gêne respiratoire intense, et puis en fait arrêter cette sédation et que le symptôme soit passé. Voilà. Mais principalement, c'était cette question-là qui revenait, je trouve, sur la question de l'opposition soins palliatifs, aide médicale à mourir et place des soins palliatifs, avec l'idée de pouvoir laisser le patient au centre des décisions, au centre de l'intérêt et de toujours penser sa qualité de vie et son espérance de vie. Certains ont dû être étonnés que les soins palliatifs précoces permettent d'augmenter et la qualité de vie et l'espérance de vie. Voilà, pour faire simple en 5 minutes. Merci Élise de cette concision. Est-ce que Cécile, tu as envie de compléter, rajouter ou de dire ton étonnement peut-être aussi par rapport au travail du groupe? Non, je trouve que c'était très riche et ça montre aussi qu'on est peut-être pas suffisamment bien informé et que le problème est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Effectivement, pour pouvoir se positionner, c'est l'objet de notre soirée ce soir. Pour pouvoir avoir un avis, faut-il encore pouvoir être informé et accéder à la complexité du sujet. C'est bien notre ambition. Merci Élise. Yves-Marie, comment tu as vécu cet atelier et qu'est-ce que tu en partages? J'ai retenu 5 points. Il y a une première question qui a été posée, très judicieuse. Pourquoi une loi? Parce qu'on peut très bien, on aurait pu très bien fonctionner comme jusqu'à maintenant, sans loi ou avec une loi peu encadrée, en confiant au juge, qui est le gardien de la liberté, s'il s'agit de liberté, le soin de punir ou de ne pas punir les transgressions sans avoir à rentrer dans une loi, sachant que toute loi délivre une information, crée des besoins qu'elle ne maîtrise pas toujours.
Le deuxième point a une question à porter sur les départs à l'étranger, parce que c'est un argument qui revient fréquemment. On a l'impression qu'il y a un exode des Français vers la Belgique et vers la Suisse. Tiens, rapproche le micro aussi. Vers la Belgique et la Suisse. Je vais rappeler qu'en 2022, la Belgique avait enregistré 61 euthanasies sur des patients étrangers, dont 53 Français. Et quant à la Suisse, le chiffre tourne en 2021 autour de 45 Français. Donc ça ne correspond pas du tout à ce qui est véhiculé par ailleurs et montre encore une fois que l'information est assez déformée sur la question, sachant qu'en Hollande, il y a un mouvement inverse qui a été relevé par la Cour constitutionnelle fédérale allemande, qui a relevé que des Bataves s'installaient de l'autre côté de la frontière en Allemagne, de crainte d'être exposés à quelques abus de la part de médecins hollandais. Et ça, c'est une réalité. Troisième point, l'obstination déraisonnable, c'est une question qui a été évoquée. Et là, il est évident que cette obstination déraisonnable, c'est un aveu d'impuissance de la part du médecin qui va faire de l'euthanasie ou qui va continuer à faire des actes alors qu'il sait pertinemment qu'ils ne sont pas d'une utilité absolue, souvent à la demande des familles d'ailleurs, qui, quand on regarde par exemple les décisions de justice du Conseil d'État sur les arrêts de traitement, c'est toujours pour contester les arrêts de traitement. C'est jamais en sens inverse. Et puis j'ai évoqué aussi à ce propos quand même une contradiction qu'il y a entre à la fois des intérêts économiques très puissants qui poussent d'une certaine manière à l'obstination déraisonnable. On dépense 6 milliards, plus de 6 milliards 6 exactement, en médicaments et traitements onéreux, avec souvent des molécules qui coûtent 100 000, 200 000, 300 000 euros, et une pression économique des laboratoires derrière, auxquels on est obligé de faire plaisir. Et de cela, on parle assez peu. Je ne dis pas que ces traitements onéreux ne sont pas toujours, sont injustifiés. Non, certainement pas. Mais là aussi, la question de la pertinence de ces traitements onéreux mérite d'être posée, sachant que de l'autre côté, on met 1,6 milliard par an en soins palliatifs. La contestation des décisions médicales à propos de l'affaire Vincent Lambert a été posée. Effectivement, dans l'affaire Vincent Lambert, il y a eu jusqu'à 8 contentieux. Et je crains que l'ouverture de la loi à l'exercice de l'euthanasie par tout un chacun dans la famille favorise encore plus des contentieux et de la division au sein des familles. C'est un risque, à mon avis, auquel on doit songer avec des abus de faiblesse à la clé. Et puis le dernier point a porté sur la maladie une maladie assez emblématique de la maladie de Charcot, qui est un peu instrumentalisée dans ce débat pour justifier précisément la nécessité de recourir à l'euthanasie pour ces malades qui physiquement ne pourraient pas s'administrer la substance létale. Or, il y a des dispositifs à l'étranger, je pense à la Suisse, à l'Allemagne, où pour ces malades qui n'ont pas une totale motricité, ils peuvent, par des actions sur les tablettes, même par des clignements d'yeux, agir pour déclencher eux-mêmes la substance létale par voie intraveineuse, sans qu'il soit fait appel à l'euthanasie, sans qu'on ouvre la porte à l'euthanasie. Et ça me donne l'occasion de clore ce débat pour rappeler quand même qu'il y a plusieurs modèles de suicide, plusieurs modèles entre guillemets de suicide assisté. Il y a le modèle oregonais où c'est la personne d'un bout à l'autre de la procédure qui est maîtresse de cette procédure. Et dans 35% des cas, en Oregon, la personne qui a à sa disposition la substance létale, mais ne va pas se l'administrer.
Il y a le système suisse où on fait impliquer des militants associatifs dans l'administration de la procédure létale. Et il y aurait ce système français où l'euthanasie passerait derrière, comme une espèce de parachute, derrière le suicide assisté pour les personnes qui ne pourraient pas s'administrer physiquement la substance létale. Or, encore une fois, il y a des dispositifs à l'étranger qui ont fait leurs preuves pour se passer de l'euthanasie. Merci. Merci Yves-Marie. On reprendra certains de ces éléments. Enfin, j'essaierai de rebondir sur certains de ces éléments. Agatha, comment tu as... Ah pardon, Amdam. Oui, merci. Merci Amdam. Non, le résumé a été assez complet, donc je ne vais pas rajouter grand-chose sur le fond, peut-être simplement sur la forme. Je pense que l'exercice qu'on a eu a montré l'importance de pouvoir avoir des espaces où on peut échanger. Ce qui est ressorti, je pense, sur la forme, c'est l'opportunité qui est donnée d'avoir des opinions diverses, voilà, et de pouvoir s'écouter, de pouvoir s'entendre et de pouvoir questionner où est la place du citoyen, où est le propos du citoyen dans tout ça. La question de l'autonomie aussi de la personne a été posée. Donc je pense que c'est surtout sur l'exercice, l'intérêt, ce soir on a pu le voir, de pouvoir avoir cet espace où dans un espace bienveillant on peut s'exprimer et s'écouter et sans chercher à se convaincre, mais à tout simplement comprendre la situation. Okay. Merci Amdam. Agatha. Peut-être la première chose, c'est qu'on a réalisé, si jamais on ne le savait pas encore, c'est qu'on est tous concernés de près ou de loin par ces questions-là. On a eu beaucoup de témoignages, c'est beaucoup parti d'expériences concrètes, d'accompagnement de proches, de rencontres de personnes très diminuées. Ça, c'est une chose. Une autre chose peut-être autour de laquelle on a échangé, c'est qu'est-ce qui se passe en fait dans l'expression d'un souhait que ça finisse? Est-ce que toute expression du « j'en ai marre », je voudrais que ça s'arrête. Est-ce que ça, ce sont de vraies demandes d'euthanasie? Et en fait, donc, on a été amené à faire vraiment une différence entre l'expression d'un souhait que ça finisse et une demande qui serait une demande par conviction ou par souffrance. Mais s'il y a souffrance, il y a peut-être d'autres manières de soulager la souffrance qu'en supprimant la personne. Et puis, je rappelais quelque chose que j'ai entendu de la bouche de psychologues qui accompagnent des personnes en fin de vie et qui m'a beaucoup marquée. C'est cette formule un peu vigoureuse qui dit que toute demande de mort serait en fait une demande d'amour au sens du « prouve-moi, témoigne-moi que ma vie a encore de la valeur, que ma vie vaut encore la peine d'être vécue ou que j'ai de la valeur à tes yeux ». Donc vous voyez, c'est paradoxal, mais je trouve que ça nous met vraiment dans un point d'attention très fort qui est... Enfin, en tout cas, moi, je vois le risque dans une société qui accorderait l'aide à mourir, c'est qu'on n'ait plus cette écoute fine de ce qui se passe pour une personne qui dit « j'en ai marre » ou « je voudrais que ça finisse ». Qu'on n'ait plus cette écoute de ce désir finalement d'être encore soutenu par la relation dans « ben oui, si, ta vie, elle a encore une valeur ». Quoi. Voilà. Et puis peut-être une autre chose... c'était un peu du côté de notre rapport aux hyper-vulnérabilités, aux très grandes fragilités, à la dépendance, à toutes ces formes de vie qu'on a du mal à considérer parce qu'on en a peur pour soi-même. Et on se demandait, est-ce que nous vivons dans une société, est-ce que notre société, elle nous prépare, elle nous éduque, elle nous forme finalement à entrer en relation avec ces vulnérabilités extrêmes. Alors, je pense que comme bénévole d'accompagnement, on peut témoigner que cette expérience, elle nous forme à entrer en relation avec des personnes. En tout cas, moi, je le dis à la première personne, jamais j'aurais imaginé pouvoir rester assise une demi-heure à côté de quelqu'un qui a une grosse tumeur sur la figure et qui n'arrive plus trop à parler et ça gargouille un peu. Et je reste là juste parce que la personne, elle demande à ce que je reste là.
Je ne serais jamais imaginé que ce serait possible, quoi. Voilà, donc on est formé par la relation, en fait. Et la question, c'est pas seulement une question individuelle, c'est dans quelle mesure est-ce que la société dans laquelle nous vivons, et du coup notre responsabilité à former à ça. Et du coup, et je termine par ça, je me suis autorisée à faire de la publicité pour une formation très courte qui s'appelle Dernier Secours, et qui est une formation de 4-6 heures qui est proposée à tout citoyen, comme dit le site. Là, du coup, je suis allée chercher le site. Je vous disais, vous tapez Dernier Secours, vous allez tomber dessus. Et c'est présenté comme ça. Dernier Secours est une sensibilisation courte, ouverte à tous et gratuite. Elle a pour but de sensibiliser, d'informer et de guider les citoyens dans l'accompagnement des derniers moments de vie de leurs proches. Chaque participant repart avec des informations, des ressources, des références et des contacts locaux dont il pourrait avoir besoin. Je trouve le mot de sensibilisation, c'est peut-être le bon terme. C'est comment nous nous sensibilisons mutuellement et nous découvrons des capacités finalement à entrer en relation avec des personnes auxquelles spontanément on ne voudrait pas ressembler. Merci. Cyril. Merci beaucoup. Alors c'est difficile de réagir après ce qu'on a entendu. Je retiendrai, c'était évoqué tout à l'heure que les différentes questions ont été évoquées à travers des expériences assez empiriques et que personnellement j'aurais sous-estimé, en tout cas la place que ça a dans le quotidien. Je retiens donc deux interrogations. Une qui a été évoquée, c'est la différence entre le souhait de mourir et la volonté de mourir. Et puis une seconde interrogation qui est de se dire, mais à travers ce débat, à travers ces questions qu'on te pose, de quoi a-t-on peur? Et donc en fait, on a soulevé la question, on y a partiellement répondu en disant de nos propres dégénérescences, mais c'est une question très ouverte qu'on peut continuer à se poser. Voilà. Merci Cyril. Françoise. Oui, alors les questions ont surtout porté sur notre façon d'accompagner. La première question a été, est-ce que les bénévoles accompagnent dans un cadre? Quel est le cadre des accompagnements? Alors effectivement, il y a un cadre, hein, il est à la fois pour la formation, pour l'accompagnement, pour la signature de conventions dans les établissements, etc. Le deuxième constat qui a été fait, c'est que plus personne ne parle de la mort et on ne voit plus la mort est cachée. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on n'a plus envie d'accompagner son voisin, enfin d'accompagner sa famille même? Bon, il y a eu le témoignage d'une personne qui a accompagné sa famille, mais les autres membres de la famille n'arrivaient pas à le faire. Voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon, il y avait trois bénévoles dans ce groupe qui accompagnent déjà. Et les questions étaient sur qu'est-ce que je vais faire de mon accompagnement si je dois accompagner quelqu'un qui a demandé à mourir et qui veut être euthanasié. Est-ce que je vais pouvoir continuer? Qu'est-ce que ça va déclencher en moi? Enfin, je ne suis pas sûre d'être capable de le faire, etc. Et on a donc parlé de la formation qui serait nécessaire, du soutien psychologique qui serait probablement nécessaire aussi. Et cette question va être travaillée et discutée dans nos associations, évidemment. Et puis, un autre point qui est revenu beaucoup, c'est le financement de nos associations. Et dans les annonces qui sont faites par le gouvernement de doubler le nombre de bénévoles, comment on va faire pour continuer à financer? Est-ce que ce n'est pas la mort programmée de nos associations? Et donc, il y a eu des idées de contacter justement, comment vous faites pour contacter les pouvoirs publics pour, voilà. Et c'était vraiment très riche. Arnaud, je ne sais pas si tu peux... Arnaud, tu veux compléter? Oui, pour compléter, après, je pense que l'ensemble a été dit. Ce qui était très intéressant dans ces échanges, c'est que voilà, ça a permis de bien comprendre le bénévolat dans le milieu associatif, dans les soins palliatifs, de comprendre un peu l'enjeu et l'action et l'importance du bénévolat. Et en fait, vraiment les difficultés, les enjeux liés à ce changement législatif. Quelles sont les problématiques qui peuvent se présenter. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. C'est juste ce que j'ai à rajouter. Très bien.
Merci Arnaud. Eh bien, on est parfaitement dans les temps. C'est très rare. Hein. C'est très rare d'être parfaitement dans les temps sur des sujets qui pourraient nous engager, qui nous engagent par nature très très loin. Alors on a là entendu beaucoup de choses. Comment est-ce que moi je peux essayer de vous les remettre un peu en perspective ? Une chose qui vient et qui a été expliquée, c'est déjà la question de l'ambiguïté. C'est-à-dire que les personnes en fin de vie peuvent vouloir une chose, mais l'exprimer d'une manière qui serait susceptible d'être interprétée, parce qu'on va l'entendre à l'aune de notre propre histoire, voire à l'aune de nos propres peurs. Et donc, une première difficulté, c'est de s'assurer que le consentement est non seulement libre et éclairé, mais qu'on l'a bien compris. Cette ambiguïté, en plus, se déploie dans une certaine temporalité, donc c'est toujours à réactiver. Vous sentez qu'on n'est pas dans un cadre contractuel, qui est celui quotidien où on achète un bien de consommation, et puis voilà, notre volonté, et même dans l'achat, on a droit à un délai de rétractation, qui est parfois assez important. Bon. Là, on est dans quelque chose qui est un processus où la personne découvre ce qu'elle demande au moment où elle le formule et pense être assurée, mais peut revenir avec cette ambiguïté sur autre chose. Il ne faudrait donc pas que la parole du patient l'enferme. Il ne faudrait pas que la parole du patient l'enferme dans ce qu'il a prononcé à un moment ou dans ce que son auditoire, son interlocuteur, aura compris. On a évoqué au cours de la soirée que ce qui a été écrit dans la loi, il est prévu que ce qui est écrit dans les directives anticipées s'imposerait même si la personne devenait hors d'état d'exprimer sa volonté, ce qui est le cadre d'activation des directives anticipées, et donc incapable de revenir, d'atténuer, de nuancer quelque chose qu'elle aurait pu exprimer parfois des années, parfois des décennies, puisqu'elles sont valables sans limitation de temps. Donc les directives anticipées, ça a à peu près la même valeur qu'un testament, c'est la dernière version qui prévaut. En plus, toujours à raccrocher à la question de l'ambiguïté, il y a la question de l'ambivalence que je viens d'évoquer. On peut changer d'avis, on peut avoir envie de dire une chose et son contraire. Bref, le cheminement de la fin de vie n'est pas un cheminement linéaire, c'est un cheminement qui, pour cela, mérite d'être accompagné avec des gens qui sont qualifiés pour comprendre ces mécanismes du psychisme ou de l'âme. Et donc, il n'a pas non plus, ce n'est pas souhaitable d'avoir un médecin qui va prendre au pied de la lettre ce que vous avez écrit. On voit parfois des directives anticipées sous forme de formulaire avec des cases à cocher. Vous vous rendez bien compte que ce cadre-là ne peut pas convenir à une situation aussi complexe. On a évoqué le fait que la parole du patient doit être entendue. Et c'est une des grandes victoires de la loi de 2002. Et de ce point de vue-là, il faut garder évidemment cet acquis. Mais cette parole du patient ne peut pas devenir une parole non plus prescriptive, c'est-à-dire qui donnerait des ordres au médecin. Et il ne faudrait pas qu'on assistât à une forme de revanche du patient après des décennies ou des siècles où c'est le médecin qui commandait, désormais ce serait le patient. Voilà. C'est aussi ça le risque, c'est d'instrumentaliser le soignant à ses fins personnelles. Donc le sujet derrière, c'est comment est-ce qu'on construit la relation, le dialogue, la décision partagée, comme ça a été évoqué dans certains ateliers, pour arriver à la solution qui serait la plus juste, et pour le patient, et pour le soignant, qui est non seulement une personne, mais représente aussi un système de santé et un État. Donc on est clairement dans le cadre d'une forme de négociation, et non pas d'instruction. Et le terme de directive anticipée, à ce titre-là, est un terme mal choisi. Le patient ne pose pas des directives, même si son cadre doit évidemment être pris en considération. Ça rejoint la question de qui décide. Il faut une décision partagée dont nous avons à travailler les conditions de l'élaboration, parce que la médecine s'améliore, s'invente à mesure qu'elle vit ces contrariétés-là, qu'elle vit ces demandes sociales, qu'elle vit ces évolutions-là. Il est clair que les médecins qui sont formés aujourd'hui n'ont pas du tout le même référentiel que ceux qui étaient formés il y a 15 ans ou il y a 50 ans. Deuxième sujet que j'entends, qui se découle du premier, enfin c'est même le troisième, j'ai entendu Agatha nous dire « nous sommes formés par la relation ». Voilà, ça vient illustrer ce que je viens d'éclairer. Il n'y a pas que les médecins qui sont formés par la relation, nous sommes nous-mêmes, les proches, les patients, formés par cette expérience de devoir élaborer quelque chose qui est inédit. Le sujet qui est aussi sur la table, c'est l'implication. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cadre de la seule autonomie où je serai souverain.
D'ailleurs, la définition de l'autonomie, elle doit vous porter à réfléchir, parce que si on suit la définition du dictionnaire, l'autonomie, c'est la capacité à choisir les règles auxquelles on se soumet. Capacité à choisir les règles auxquelles on se soumet librement. Vous choisirez si vous acceptez de vous soumettre au code de la route, au code pénal, au droit de la sécurité sociale. Voilà. Vous voyez qu'on ne peut pas faire son marché dans une société en disant telle règle je l'accepte et telle règle je la refuse. Donc derrière, ça pose la question de l'implication des professionnels à qui on demande d'engager qui ils sont, leur système de valeurs, leurs compétences, parfois peut-être de leur dire « mais votre art, je le conteste, je le récuse parce que j'en ai peur en réalité », alors qu'on sait assez peu, moi je ne suis pas un professionnel de santé, je sais assez peu la complexité des décisions de soins, la complexité des procédures pour arriver à un diagnostic, à un pronostic, alors que tout ça devrait être capable de rentrer dans le cadre de la loi. La loi, elle s'accommode assez mal de cette complexité-là, puisqu'elle a au contraire vocation à structurer de manière précise les choses. Implication de la part des familles, ça a été évoqué, avec là encore des ambivalences, avec parler aux notaires de l'image qui se font des familles. Vous comprendrez que la famille n'est pas le lieu où on est forcément d'accord. C'est plus souvent le lieu des divergences, le lieu des conflits, de valeurs, d'intérêts et ainsi de suite. Alors il a été évoqué, j'ai bien aimé ça, que l'obstination déraisonnable est un aveu d'impuissance. Oui, c'est-à-dire que c'est plutôt un aveu d'impuissance qui est masqué derrière un geste de puissance. Est-ce que la question de l'euthanasie aujourd'hui ne serait pas justement la tentation de substituer à une situation d'impuissance un geste de puissance, mais qui est en réalité, quand on y regarde bien, un geste d'impuissance. Impuissance à accompagner, impuissance à soulager. D'autant plus que les professionnels qui sont investis de cette responsabilité sont en nombre insuffisant. Pas forcément toujours suffisamment formés, faute de moyens ou d'accessibilité à la formation. Ça veut donc dire qu'on va demander à des professionnels de santé de poser des actes pour lesquels ils n'ont pas forcément ni l'expérience ni la compétence. Simplement, ils ont le titre universitaire pour pouvoir le poser. Ne demandez pas à un dermatologue de venir vous soigner vos problèmes gastriques. Ce n'est pas son sujet, voyez. Donc, dernier sujet qui m'interpelle aussi, c'est celui « faut-il une loi ?» J'apprécie qu'ait été posée la question, parce qu'on l'escamote trop souvent, du rôle de la justice. Le système législatif, juridique, judiciaire en France fonctionne sur la coopération entre d'un côté le pouvoir législatif et son application et son interprétation par le pouvoir judiciaire. Et aujourd'hui, on voudrait réduire le sujet à une loi, c'est-à-dire côté législatif, et non pas à sa dimension humaine, qui est celle de la justice, qui en plus, en matière pénale, a cette responsabilité d'apprécier les circonstances, d'apprécier les intentions, avec la possibilité de ne pas qualifier une infraction quand on estime que les conditions ne sont pas réunies. Or, aujourd'hui, on voudrait sortir précisément pour éviter de mettre en cause, de mobiliser la justice sur ce sujet-là. On voudrait imaginer que la loi serait le sujet qui va permettre de régler tous les problèmes qui se posent, alors même qu'il a été évoqué qu'elle en fabrique en même temps des problèmes. Du coup, ça m'interroge aussi sur une réflexion finale qu'on a commencé un tout petit peu à évoquer, c'est celui de la mort cachée. Quand on entend dire qu'il faut regarder la mort en face, et c'est pour cette raison qu'il va falloir changer la loi et autoriser l'euthanasie, est-ce qu'on n'est pas là en train, au contraire, de cacher le sujet de la mort en l'évacuant de manière expéditive, souvent en plus de manière qui ne sera pas partagée. Il y aura peut-être une, deux, quelques personnes, mais une famille, ce n'est pas juste un individu particulier, c'est une communauté, tout le monde est impacté. Est-ce qu'on n'est pas en train de cacher la fin de vie qui, pendant des siècles, a structuré la manière de concevoir nos rapports de solidarité? Est-ce qu'on n'est pas en train de cacher l'apprentissage que nous faisons de nous-mêmes, comme l'a souligné Agatha, au contact de la fin de vie, ce que nous découvrons de nous, ce que l'autre découvre de lui, cette capacité à soutenir, y compris le tragique de l'expérience humaine? Redonnons un peu de crédit à nos philosophes antiques ou de l'époque moderne, qui nous rappellent que le tragique est consubstantiel de la vie humaine et de la vie sociale. Donc est-ce que là, nous ne sommes pas dans un moment de notre histoire où nous voulons évacuer le tragique
pour avoir quelque chose qui donnera une satisfaction immédiate, mais va nous escamoter le besoin d'aller comprendre ce que c'est que vivre, ce que c'est que finir de vivre, ce que c'est que mourir et ce que c'est qu'être mort. Et j'ajouterai pour terminer qu'il y a un parent pauvre dans toute cette réflexion qui n'est même pas évoqué dans les textes de loi, c'est le corollaire de la fin de vie. Depuis des décennies, on ne parle que de la fin de vie, comme si la mort était la fin de l'histoire, alors qu'il y a une histoire qui s'ouvre. Je ne veux pas parler forcément de l'histoire de la vie après la mort, ce n'est pas mon sujet ce soir, c'est celui du deuil. À quel moment allons-nous considérer que les personnes en deuil méritent aussi quelques égards et que le sujet de la fin de vie d'une personne, c'est aussi le sujet du deuil de ceux qui restent? Et ça, c'est un sujet qui est complètement banni. Certains députés ont essayé d'introduire des mesures sur ce sujet-là, et pour l'instant, c'est un sujet qui est complètement laissé en déshérence, alors que vous avez compris qu'il est la suite de l'histoire et la manière dont on peut aider des gens à vivre alors qu'ils ont traversé quelque chose de l'ordre de la mort. Voilà ce que je peux rassembler de ces échanges. Il me reste à remercier de manière extrêmement chaleureuse nos 4 intervenants pour leur participation nourrie et gracieuse à cette soirée pour que nous puissions repartir enrichis de ces 4 champs de réflexion, les croiser, les féconder mutuellement. Il me reste à vous remercier aussi de vous être rendus disponibles et d'avoir participé, animé, co-animé cette soirée par vos questions, par vos témoignages. Et j'espère que vous pourrez aborder la séquence qui vient et qui va durer des mois, parce que le circuit législatif va devoir passer par le Sénat, puis par l'Assemblée, et ça va durer même après le vote. Mais en tout cas, soyez sûrs que pendant des mois, vous allez encore entendre parler de la fin de vie. Et donc, ayez le goût de nourrir votre réflexion, de la pousser encore plus loin, d'aller chercher de quoi comprendre l'ampleur de ce sujet, d'en parler autour de vous. C'est un sujet de parole, ce n'est pas un sujet de tabou. Et donc, il n'est pas exclu qu'on vous reproposera une soirée sur ce thème au long de ce processus législatif qui va être long. Merci en tout cas beaucoup à vous.